de tous ceux et de toutes celles, les plus qui ont besoin d'une traduction, qu'ils cherchent un casque, je pense, au fond de la salle. للأصدقاء والصديقات اللي يحبوا ترجمة موجود راهو كاسك في آخر الصالة باش نجموا يتبعوا بالعربية اللي يحب يسمع بالعربية وبالفرنساوية اللي يحب يسمع بالفرنساوية. Juste, je demanderai aussi à tous et à toutes et au plus de garder leur masque. Et en fait, pour nous ici dans le panel, donc la personne qui prendra la parole pourrait ôter son masque, mais je demanderai aux autres d'en garder leur masque. Donc voilà un peu les instructions d'ordre méthodologique, voire logistique. En fait, la traduction se fait aussi directement sur le lien en fait, de la transmission de cette soirée sur la page de l'IFT. Donc, il y a un lien Zoom en bas et donc on peut aussi suivre en deux langues, en arabe et en français, la soirée. Et je remercie infiniment l'IFT cette année d'avoir pensé en fait, à assurer cette traduction parce que comme on l'a remarqué depuis quelque temps, il n'y a pas que des Tunisiens et des Tunisiennes qui ne comprennent pas l'arabe, mais on a aussi des amis libyennes et libyens qui sont là et ils ont aussi le droit de suivre ces débats et d'apprécier et aussi de participer à la fin. Donc en fait, je reprends. Aslama à tous et à toutes. Le débat de ce soir tourne autour de cette thématique que nous avons en fait déterminée dès le début, à savoir les 10 ans de liberté en Tunisie, avec un petit point d'exclamation à la fin, juste pour un peu recadrer cette idée. Et en fait, pour pouvoir en débattre et parler ce soir, bien sûr, j'ai des amis et des amis autour de moi. En fait, la doyenne de cette table, Madame Hafida Shqir, une militante, donc syndicaliste, professeure de droit, une femme, l'une des pionnières en matière de défense des droits sexuels et reproductifs, une femme qui a défendu l'adoption de la CEDAW et par la suite la levée des réserves. Et jusqu'à aujourd'hui, Hafida est en train de défendre aussi l'adoption et la ratification de la Tunisie, de la Convention d'Istanbul par la Tunisie. Donc, on ne peut pas en fait ne pas se rappeler d'une génération entière, parce que pour moi, Hafida n'est pas uniquement Hafida. C'est une génération entière de militants et de militantes, d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, sont dites et dit tous, oui, on va défendre les libertés et surtout les libertés individuelles. Et ça rassure toutes les générations que des personnes comme Hafida, comme sa génération, défendent jusqu'à aujourd'hui les droits des personnes LGBTQI+. Sur cette table aussi, il y a une grande amie que j'apprécie énormément, Yousra Fraus, l'actuelle présidente de la TFD, une autre génération de militants et de militantes. Yousra, elle représente bien sûr l'espoir et elle l'a fait parce que depuis un moment, Yousra, elle bataille, elle milite, elle est même dans les manifestations. Yousra, elle reçoit des coups aussi, hein, donc il faut le rappeler. Et Yousra aussi, l'avocate, Yousra, la poète, l'essayiste. Slim Kharat, il est là, à ma gauche. Slim Kharat est l'actuel président de Al-Bawsla, cette grande ONG tunisienne qui est en train de suivre tout le travail parlementaire, mais pas uniquement, tout le travail aussi des collectivités locales avec Marsad Baladia. Donc Bawsla qui est aujourd'hui une association incontournable de paysage tunisien. Slim Kharat aussi est un homme qui défend ses libertés, y compris bien sûr pour les personnes LGBTQ+. Bien sûr, il ne faut pas oublier la nouvelle génération des chercheurs et des défenseurs des droits humains. Mahdi Laïch, juste pour l'anecdote, moi j'ai fait la connaissance de Mahdi Laïch au Parlement, à l'ANC à l'époque. Il était encore étudiant. Et Mahdi Laïch était là, il venait de Sfax à l'époque, pour aller défendre les libertés individuelles et la laïcité devant l'ANC à l'époque. Et c'est là où j'ai découvert une autre génération que par la suite Mahdi Laïch est devenu un chercheur principal dans la Ligue de l'Agenda Tunisia, la Ligue de l'Agenda tout court, pour écrire presque tous les jours des billets, des articles en matière des libertés individuelles. Donc, un peu avec ce panel, bien sûr, Madame Selsabil Leqlibi, professeure de droit, n'a pas pu venir ce soir pour des raisons de santé. On lui souhaite bien sûr que la bonne santé, comme pour tous et pour toutes. Et voilà, pour entamer ce débat, la question se pose à tous et à toutes. Une dizaine d'années après les événements qui ont donné suite à la révolution tunisienne, 17 décembre 2010, 14 janvier 2011, et bien sûr une première période, cette période qu'on a qualifiée de la période des décrets-lois, là où réellement il n'y avait plus d'institution au sens classique du terme, alors qu'on a inventé une institution. Et dans cette institution, il y avait à la fois Yousra et Hafida, la haute instance de réalisation des objectifs de la révolution et de la transition démocratique. Et dans la salle aussi, d'autres personnes étaient si Mohamed Salah, Ilham Abdelkefi, pardon parce qu'il y a énormément de lumière, donc je ne vois pas d'autres personnes en fait pour les nommer, Halem Belhaj. Donc en fait, cette première période
à caractériser aussi un peu les libertés individuelles en Tunisie, puisqu'on a voté des textes fondamentaux à l'époque. On y reviendra tout à l'heure. Mais juste après, bien sûr, il y a eu les élections d'une assemblée, l'Assemblée nationale constituante, donc octobre 2011, et presque une bonne, pour ne pas dire 3-4 années d'existence de cette instance, de cette ANC, là où on a voté la constitution tunisienne d'aujourd'hui, celle du 27 janvier 2014, et bien sûr une constitution qui comporte aussi une grande déclaration des droits humains. Il ne faut pas oublier que la constitution est aussi une déclaration des droits humains et des libertés individuelles. Juste après, bien sûr, cette constitution devrait être mise en application. Et on a choisi une assemblée, la première assemblée donc des représentants du peuple, 2014-2019. Là, on a voté aussi d'autres lois, d'autres textes intéressants. Mais la question qui se pose à partir de 2014, avons-nous ou non mis en application cette constitution? Est-ce qu'on a réellement respecté en fait les dispositions de cette constitution? Est-ce qu'on a donné corps aux libertés individuelles que la Constitution en parle? Est-ce qu'on a donné un sens à la protection des données à caractère personnel et à la vie privée des uns et des autres? Parce que par ailleurs, les violations continuent, les personnes LGBT continuent à être arrêtées, un test anal continue à être exercé, les personnes sont en train d'être arrêtées pour consommation de cannabis, un test d'urine continue à être appliqué, bien sûr en bafouant toutes les règles de la protection et du respect du corps humain et bien sûr de la dignité humaine. Probablement, durant cette période, il y a eu quand même des avancées. On en parlera peut-être avec eux cela dans un instant, certainement. 2019 et une montée d'un discours populiste, d'un radicalisme au niveau du discours, mais pas uniquement au niveau du discours, ce qui a fait que, je pense, depuis l'avènement de la nouvelle Assemblée, je pense très peu de textes juridiques ont été votés, premièrement. Donc, tout court. Pas en matière de liberté seulement, mais d'une manière générale, très peu de textes juridiques ont été votés. Est-ce que cette actuelle Assemblée pourrait aussi participer ou non en fait, à mettre en application la Constitution? Parce qu'on a un peu l'impression comme si on regrette un tout petit peu beaucoup cette Constitution. Et d'une manière ou d'une autre, un grand nombre de ceux et de celles qui sont dans le paysage politique sont devenus complètement décomplexés, sont ouvertement contre les droits et les libertés. Ça, je pense, c'est une nouvelle donne à prendre en considération. Pour entamer peut-être ce débat, j'aimerais bien m'adresser à mes amis et collègues qui sont autour de moi, probablement avec une question spécifique à chacun. Comme ça, on laissera le temps au public de réagir dans un instant. Je commencerai par Hafida, si tu le permets, cher ami. Donc, 2011-2021, il y a eu des avancées, certes, pour les droits des femmes en Tunisie. Donc, si tu peux en parler un tout petit peu, mais surtout aussi de nous décrire les défis et les craintes aujourd'hui pour ces droits qu'on prenait à un moment donné comme des évidences. Et je pense que depuis 2011, il y a eu aussi des attaques qui ont un peu remis en cause tous nos espoirs. Je remets mon masque et je te laisse parler. Merci beaucoup, cher ami Wahid. Je vous remercie de m'avoir demandé d'intervenir sur un sujet qui m'intéresse, qui me passionne, non seulement en tant que juriste, mais surtout en tant que citoyenne et femme féministe. Il faut dire qu'en 2011, je faisais partie des gens qui ont rêvé la révolution, qui ont cru qu'on allait avoir nos droits. Comment faire? Ah, d'accord, je peux. D'accord. Donc, je pense que pour répondre à la question de Wahid, on a eu des avancées. Mais on a eu aussi beaucoup de régressions. Quand je parle du rêve de 2011, les plus importants des rêves que nous avons réalisés, c'était la parité que nous avons consacrée et nous étions très fiers, nous en tant que femmes féministes dans la haute instance, dans le comité d'experts, mais aussi nos amis du comité d'experts, d'avoir consacré la parité parce qu'on était convaincus que notre combat pour l'égalité était aussi un combat pour la parité. Et la parité dans toutes les instances élues et non élues ont pensé que la société avait évolué du fait de la révolution, qu'il y a eu une rupture avec l'ancien régime et que même la mentalité des décideurs avait changé. Mais en fait, non, ce n'était pas ça. Et pour ne pas abuser de votre temps, ce que je peux dire, c'est que jusqu'à maintenant,
on est en train de constater qu'il y a un recul de la parité. Un recul au niveau pas seulement de la loi, mais de la pratique. La pratique, ce que nous enseigne la semaine dernière dans l'adoption du texte de la Cour constitutionnelle, est très révélateur de la mentalité de ces gens, du patriarcat qui continue à sévir dans notre société et qui, en fait, aujourd'hui, utilise la parité pour des considérations politiques, pour ramasser, si on peut utiliser le terme, l'électorat féminin, pour avoir des femmes dans les listes électorales, mais jamais la parité ne s'est transformée, n'a permis d'aboutir à l'égalité, plutôt elle s'est transformée en quota. Je pense que depuis 2011 aussi, on a eu des acquis, mais ce que j'ai envie de dire, puisque nous sommes en train de parler des libertés individuelles, si avant 2011, on ne parlait pas de beaucoup de répression des libertés individuelles, et c'était plutôt les libertés publiques, les droits et libertés politiques qui étaient attaqués parce que l'opposition se retrouvait toujours dans des situations de restriction de leurs droits. Aujourd'hui, grosso modo, on peut dire que ce sont les libertés individuelles qui ont pris la place des libertés publiques d'une manière générale. Cela veut dire que ces libertés individuelles concernent aussi bien les femmes que les hommes, et le combat pour moi et pour beaucoup d'entre nous pour l'égalité est aussi un combat pour toutes les libertés et les droits humains sans discrimination. Parmi les acquis, je pense que deux grands acquis dont je vais parler, d'abord la constitutionnalisation de l'égalité, ce qui est un grand acquis pour nous, et surtout ce qui continue la consécration de cette égalité, les droits et libertés publiques et privées. Et c'est sur cette base-là qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous demandons à l'État de garantir ses droits et libertés, puisque cette mission est constitutionnelle. Et je pense que ça est très important. L'autre garantie aussi, c'est la loi contre les violences faites aux femmes qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes et qui en fait s'applique à tous, puisqu'elle vise à garantir l'égalité et la non-discrimination à travers la lutte contre la violence. Nous savons, et rappelez-vous, pour celles et ceux qui suivent, qu'au moment de l'adoption de cette loi, à l'origine, il y avait la lutte pour l'égalité de genre, et qu'à l'Assemblée, à l'époque, en 2017, on a refusé la notion genre, le concept genre, au motif qu'il renvoie à ce qu'on appelle en droit l'identité de genre, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et parce que nos valeureux et valeureuses députés ont eu peur que la loi s'applique à tout le monde, ils ont refusé le genre et l'ont remplacé par discrimination. Mais au nom de cette discrimination, on peut dire que la lutte contre les violences, c'est aussi la lutte contre les discriminations pour l'égalité. Je pense que je m'arrête là. D'accord. Merci beaucoup, Hafid. En fait, certes, et on continue peut-être, Yousra, dans le même sens. Parce qu'en fait, il y a eu aussi des violations à l'égard des groupes. Et ça, c'est très important. Et en fait, à un moment donné, on a réalisé que notre arsenal juridique, et notamment ce code pénal hérité de la période de 1913, un code pénal, en fait, qui, jusqu'à aujourd'hui, constitue en fait une atteinte grave aux droits et aux libertés, et notamment aux libertés individuelles. Donc, dans ce sens, Yousra, en tant que présidente de la TFD, militante, donc vous avez quand même, durant cette période, et notamment récemment, vécu des moments très, très difficiles et très forts. Et peut-être bien, c'est l'occasion de relater un peu ces violations et de penser, à partir de maintenant, comment peut-on mener un travail, un plaidoyer pour pouvoir un peu attirer l'attention sur l'existence d'une constitution de 2014. Merci, Yousra. Merci beaucoup, Wahid. Merci de m'avoir associé à cette agréable rencontre, là où on rencontre des amis et là où on peut vivre un peu dans la joie, notre différence aussi. Pour moi, 2011, au fait, c'était le moment où toute la société
a commencé à se débarrasser un peu de son essentialisme, de l'hégémonique, du paternalisme de l'État, de ce que veut l'État que la femme soit, la femme d'ailleurs au singulier et pas les femmes, une manière de ne pas reconnaître notre différence et notre pluralité en tant que femme. Peut-être c'est l'occasion aussi de faire un peu la narration personnelle de ce moment extraordinaire qui est la fête de l'imaginaire que nous avons vécu en 2011, qui est la Révolution. Les jours même des 10, 11, 12, 14 janvier, nous étions en tant que groupe d'avocates et d'avocats en train de nous organiser pour soutenir surtout les familles des martyrs et pour pousser un peu nos instances à prendre des positions assez radicales par rapport à ce qui se passait. Et là, j'ai de souvenir une femme algérienne devant le tribunal de Tunis. À un certain moment, un jeune avocat, dans l'euphorie, était en train de crier Ben Ali est déchu. Et c'était le 11 janvier, hein, c'était 3 jours avant le départ réel de Ben Ali. Et là, il y avait une femme algérienne qui s'est mise à faire des youyou, toute joyeuse, en disant « Moi, j'ai divorcé le macho, j'espère que vous allez aussi divorcer Ben Ali. » Et donc, ce lien qu'elle a fait d'une manière très spontanée entre un régime autoritaire et à la fois paternaliste, avec ce youyou-là, elle m'a donné l'impression que nous allons briser ce paternalisme. Après la Révolution, quelques jours après, au fait, quand on a commencé à reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'Association tunisienne des femmes démocrates dans le pays et que les médias ont commencé à nous appeler pour nous dire nous avons besoin de telle ou telle féministe tunisienne pour nous expliquer ce qui se passe. Une dame m'a écoutée à la télé et elle m'a appelée, c'était au fait une des personnes que j'ai défendues, qui est une mère célibataire, qui m'a appelée pour me dire, s'il vous plaît, maître, parlez de nous, de notre situation. Et elle était au fait aussi prise par les grands espoirs de voir la condition particulièrement des mères célibataires changer dans le pays. Et donc, moi, bien sûr, je l'ai vécu au sein de la TFD, j'ai appris qu'il y a un système d'imbrication, de domination, il y a les lois, il y a le code pénal, il y a surtout le silence de la loi par rapport à certaines situations comme les différentes identités de genre, comme les mères célibataires, comme les enfants nés hors mariage, qu'on cite juste pour le donner le droit à la nourriture, une pension alimentaire et d'être soigné devant le médecin, mais pas le droit à l'héritage. Mais l'apprendre des bouches des gens comme ça, avec cette simplicité et surtout avec cette volonté de changer cette réalité, d'être reconnu, de se positionner sur la scène politique, de voir leur voix relayée par les autres dans les médias, c'était pour moi la vraie révolution. Après, bien évidemment, au sein de la haute instance, nous avons vécu ensemble les premiers grands débats autour du pacte de la République qu'on voulait adopter à cette instance et là où on voulait inscrire au fait les valeurs principaux de la deuxième République en Tunisie. Mais là aussi, on a vu la résistance énorme du parti Nahda, le parti islamiste, qui a catégoriquement refusé un tel pacte qui reconnaissait un certain nombre de principes universels, inaliénables, interdépendants. Et c'était parmi les batailles perdues au sein de la haute instance. C'est vrai, comme l'a dit Hafiza et un nombre de femmes et de militantes féministes soutenues par des experts et des militants de droits humains, nous avons gagné la bataille de la parité. C'était la première avancée de la transition démocratique. La première conquête, effectivement. Mais après, on a compris que finalement, on doit négocier au moins. On doit négocier, on doit être dans une posture de résistance, surtout avec les différentes agressions qui ont eu lieu par rapport aux droits et libertés artistiques, par rapport aux droits académiques, par rapport à la liberté d'expression, les journalistes. Et je n'oublierai jamais, par exemple, la scène de l'agression de Hamad Yerdissi et de Ziad Krishen devant le tribunal, la scène de l'agression de maître Abdel Nasser Laouini aussi devant le tribunal, et c'était toujours les mêmes troupes
qui se mobilisaient ensemble. Donc, on a compris que la résistance contre cette universalité de droit est en train de s'orchestrer aussi avec force. Et après, on a vécu les scènes jusqu'à arriver aux assassinats politiques. Donc, finalement, nous n'avons pas réussi à combattre l'hégémonie dans notre société qui est traduite par les lois, qui est traduite par ce code pénal qui ne reconnaît que les rapports hétérosexuels qui sont organisés dans le cadre du mariage qui, finalement, sanctionne toute forme de liberté individuelle hors cadres sociaux et hors codes sociaux acceptés. L'adultère, un rapport entre majeurs hors mariage est réprimé. Ce qu'on appelle le racolage, la prostitution, donc, est sanctionné par la prison. L'homosexualité est sanctionnée. Et bien sûr, on utilise dans ce code qui date de 1913 des termes très vagues, très larges, comme l'atteinte aux bonnes mœurs, l'atteinte à l'ordre public, qui ne sont nulle part explicités dans le droit tunisien, mais qui sont par moments et souvent même utilisés par les tribunaux tunisiens pour sanctionner des libertés individuelles. Finalement, donc, les libertés individuelles, ce ne sont pas seulement les associations LGBTQI qui sont les orphelins de notre cadre sociétal et juridique, mais c'est surtout les libertés individuelles qui sont de plus en plus réprimées, notamment quand on parle des grandes libertés aussi, comme la liberté d'expression. On a vu comment ça s'est passé ces derniers mois, mais aussi toutes les libertés individuelles. Jusque-là, on n'arrive pas à affirmer des libertés. Ce qui s'est passé depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, c'est de contrecarrer certaines violations ou certaines atteintes à l'égalité. Une loi contre le racisme, une loi contre les violences, mais jusque-là, on n'a pas de texte qui confirme telle liberté individuelle dans la liberté de disposer du corps autour de laquelle la lutte féministe est axée, dans la liberté de conscience et de religion qui est reconnue d'une manière très controversée au sein de la Constitution. Donc, ce qui nous pousse aujourd'hui à militer davantage pour non seulement contrecarrer des atteintes aux libertés, mais surtout pour arracher d'autres libertés. Et je m'arrête ici. Oui, merci beaucoup, Yousra. Ton public est là, Yousra. Très bien. En fait, peut-être, Yousra, on passe à un élément fondamental. Peut-être aussi, à un moment donné, on a utilisé cette distinction, cette séparation entre libertés individuelles pour pouvoir les combattre. On a dit, en fait, ce n'est pas le moment de parler des libertés individuelles. Peut-être on a besoin plus de droits économiques, socio-culturels. On n'a pas besoin d'être libre, on a besoin de travailler. On n'a pas besoin d'être libre, on a besoin d'être en bonne santé, d'être en fait dans une école publique. Mais là, en fait, ce discours qui reprend aujourd'hui est un discours aussi tout à fait mensonger. Pour une raison très simple, que probablement notre ami Mehdi Laiche va nous en parler un tout petit peu. Mais qu'est-ce qu'on a réalisé depuis 10 années en matière de droits économiques, socio-culturels pour pouvoir dire nous sommes en train de mettre en place les droits socio-économiques et culturels et il faut que les libertés individuelles attendent. Je pense que Mehdi, vous êtes un peu penché sur la question et là, peut-être, vous allez nous livrer un tout petit peu. Y a-t-il des acquis en matière de droits économiques, socio-culturels? Merci beaucoup. Vous m'écoutez là? Très bien. Merci beaucoup, Wahid, pour l'invitation. Je suis vraiment honoré d'être avec ces générations de militantes et de militants, ces figures, ces symboles. Pour répondre à la question, non, rien du tout. Non, il faut quand même distinguer deux moments. Oui, oui, bien sûr. Il faut quand même distinguer deux choses. Il y a des acquis, mais des acquis constitutionnels. Nous avons quand même une constitution qui garantit largement les droits économiques et sociaux, l'une des meilleures constitutions au monde sur ce volet-là, pour rappeler la déclaration de Moussa Ben Jafar à l'époque, oui. Mais bon, il parlait du projet de la constitution, ce qui n'était pas pareil. Malheureusement, comme justement tu venais de le dire, ça ne s'est pas traduit dans des législations. Et c'est ça tout le malheur. Tu as rappelé justement les 4 phases, les 4 parlements, si on peut les appeler comme ça, en tout cas le premier. Eh ben, c'est désolant que le Parlement, qui était le plus engagé dans les droits et les libertés, n'était pas élu. C'était justement la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique.
malheureusement, c'est vrai que nous avons finalement eu une constitution progressiste, une constitution protectrice des droits et des libertés, mais c'était le fruit d'une lutte acharnée, de beaucoup d'efforts, de beaucoup de sacrifices. Ce n'était pas du tout une volonté spontanée du constituant à l'époque. Après les élections législatives de 2014, il y a eu quelques avancées, notamment la loi pour l'élimination de toutes les formes de violence contre les femmes, contre la traite des personnes, contre le racisme, etc. Mais en termes de droits économiques et sociaux, pour revenir à la question, très peu a été fait. Je pense que plutôt que d'énumérer les textes, il y a un certain nombre d'observations qui se sont imposées quand je me suis penché à la question. D'abord, quantitativement, il y a de nombreux textes dans le champ économique et social, et donc qui affectent les droits économiques et sociaux. Mais la question qui se pose, est-ce que ces textes-là ont été élaborés afin de protéger, de renforcer les droits économiques et sociaux? La réponse est non, clairement. Donc le bilan est à ce titre décevant. Si on entre dans les détails, la première observation qui s'est imposée à moi, qui risque d'être choquante, est que pour la classe politique en général et les parlementaires en particulier, les droits économiques et sociaux ne sont pas tout à fait des droits humains. J'en veux pour preuve le choix des commissions qui examinent les projets de loi affectant les droits économiques et sociaux. Et ça n'est jamais la commission des droits et des libertés. Jamais. Donc, parfois, c'est la commission de la santé. Par exemple, le projet de loi sur l'égalité successorale était examiné par la commission de la santé et des affaires sociales. Les droits des patients actuellement. Vous avez été présent justement lors de la discussion du projet de loi sur le travail domestique, sur les travailleuses. C'était la commission des jeunes. Et puis, bon, on peut dire qu'il y a des commissions spécialisées dans certains domaines, c'est normal qu'elles examinent ces projets de loi. Eh bien, le règlement intérieur de l'ARP permet qu'une autre commission examine elle aussi le projet de loi, qu'un même projet de loi soit examiné par plus qu'une commission. Il permet aussi à une commission de réclamer son droit d'examiner un projet de loi. Eh bien, la commission des droits et des libertés ne l'a jamais fait pour un projet de loi affectant les droits économiques et sociaux. Et à mon avis, ça traduit à quel point la classe politique, en général, a intériorisé l'idée selon laquelle, quand on dit droits et libertés, eh ben, on pense aux droits civils et politiques peut-être, mais pas aux droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux, etc. La deuxième observation était qu'il y a quand même eu quelques législations qui ont comporté une régression dans les droits socio-économiques. Et là, j'évoque en particulier l'exemple de l'âge de la retraite. Il ne faut pas oublier que nous avons augmenté l'âge de la retraite en Tunisie. Après, on peut dire que c'était suite à la crise des caisses sociales, que le but était de préserver le système d'une faillite et donc de protéger finalement le droit. Et que d'ailleurs l'UGTT a accepté la réforme. Ce qui veut dire d'ailleurs que la centrale syndicale n'est pas si déraisonnable que ça. Mais il faut quand même rappeler une chose, et là, peut-être avec la crise sanitaire, on vient de le découvrir. La crise des caisses sociales est d'abord et avant tout le résultat de la fraude. Parce qu'une bonne partie des travailleurs et des travailleuses ne sont pas enregistrés dans la sécurité sociale, ne cotisent pas. Ce n'est bien sûr pas de leur faute, c'est la faute de leur employeur. Et d'ailleurs, là, je donne un petit chiffre, parce que la question risque d'ailleurs d'être de nouveau à l'ordre du jour, les cafés. Eh ben, nous avons en Tunisie 28 000 cafés, et dans les caisses sociales, nous avons seulement 14 000 travailleurs dans les cafés. Donc, à raison d'un demi-travailleur par café. Oui, mais on suppose qu'il y a quand même une moyenne de 4 à 5 travailleurs par café. Eh ben, ça donne une idée à quel point il y a une fraude énorme dans la sécurité sociale, en plus de la sous-déclaration. Parce que même les travailleurs qui sont déclarés, les travailleuses, très souvent, le salaire déclaré n'est pas le salaire réel. Bref, c'était juste une parenthèse. La troisième observation est que les rares textes, parce qu'il y en a eu, les projets de loi qui consacrent clairement des avancées en termes de droits socio-économiques, trouvent beaucoup de difficultés à être adoptés. Je donne 2 exemples, 3 même, l'égalité successorale. Parce que l'égalité successorale n'est pas seulement une question d'égalité, c'est aussi une question de droit socio-économique, c'est l'accès à la propriété
qui, peut-être, Yousra, peut-être, rappellera les statistiques qui sont effrayantes, je pense 14%. Voilà, 14% des propriétaires sont des femmes, ce qui est extrêmement choquant. Donc, quand on parle d'égalité successorale, il ne s'agit pas uniquement d'égalité, c'est aussi un droit économique et social d'accès à la propriété. Les deux autres exemples, il y a le projet de loi relatif aux droits des patients et à la responsabilité médicale. Alors, il a connu plusieurs va-et-vient, et surtout, on y a vu une intervention en direct des lobbies du secteur privé, qui sont les principaux responsables de la non-adoption de ce texte-là. Il y a aussi, enfin, l'exemple du projet de loi sur le travail domestique. Il est certes imparfait, parce que justement, il n'a pas été suffisamment discuté, il a été pris à la légère. Mais encore une fois, dès qu'un projet de loi consacre vraiment des avancées en termes de droits socio-économiques, il est bloqué. J'espère en tout cas que ces deux textes-là, ces trois textes, finissent par être adoptés, mais jusque-là, on trouve beaucoup de difficultés. L'observation suivante est que très souvent, on légifère pour répondre à une pression, pour calmer une colère sociale, sans réfléchir à l'applicabilité du texte. Et là, voilà, les deux exemples que je donne. D'abord, les procédures exceptionnelles pour le recrutement dans la fonction publique. C'était suite à un mouvement des diplômés chômeurs devant l'AFP, des CITIN, etc. Eh ben, on a proposé et voté, examiné et voté une loi à la va-vite et on pense déjà à la modifier. Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle est inapplicable. On a fait le show, ça y est. Oui, justement. On a fait le show électoral. Voilà, exactement. Le deuxième exemple, là où les raisons électorales apparaissent beaucoup, c'est la question du transport des travailleurs agricoles. D'abord, il faut rappeler que les travailleuses agricoles, justement, on s'en rappelle dès qu'il s'agit d'égalité successorale, pour dire que au lieu de s'occuper d'égalité successorale, la priorité pour les femmes, c'est les travailleuses agricoles. Alors qu'on oublie que les principales bénéficiaires de l'égalité successorale, ce sont d'abord et avant tout les travailleuses agricoles. En tout cas, les femmes rurales qui sont privées tout simplement de la propriété. Voilà, donc ce texte aussi, il n'est toujours pas appliqué. Et on entend toujours parler d'accidents de route dont sont victimes ces femmes-là. Et ça prouve à quel point on veut juste marquer le coup médiatique, parce qu'il y a une pression, et c'est tout, sans réfléchir à l'applicabilité. Dans le même contexte, il y a aussi une observation, on en parle peu malheureusement, mais je pense que ça doit être discuté, c'est que très souvent on légifère pour avoir des crédits, pour avoir accès aux crédits internationaux. Et donc, encore une fois, on ne se soucie pas de l'applicabilité du texte, il n'y a même pas de débat démocratique du texte. Ce qui se passe, c'est que voilà, il y a une injonction, il y a une pression du bailleur de fonds qu'il faut adopter tel ou tel texte de telle ou telle façon, avant telle ou telle date, et le Parlement se soumet à ça et vote le texte, et bien sûr, ça reste une lettre morte, ce n'est pas appliqué. Je donne quelques exemples. Il y a la loi sur les normes sanitaires et phytosanitaires pour les produits alimentaires et agricoles, qui était votée, qui est un copier-coller des normes européennes, et c'était dans le contexte des négociations de l'ALECA, qui d'ailleurs, l'un des enjeux de l'ALECA est justement cette harmonisation normative. Eh bien, il n'a pas du tout été discuté au Parlement. Et c'était dans les discussions, quand le ministre est là, il dit clairement qu'on doit faire ça pour avoir accès au crédit. On le fait, et ça ne s'applique pas. C'est juste pour avoir des devises. Malheureusement, l'État tunisien, la priorité de l'État tunisien depuis des années est d'avoir des crédits, peu importe le prix. L'autre exemple, il y a la loi sur la concurrence et les prix. Elle a été votée de la même façon. Il fallait la voter avant une date ultimatum à l'époque, et on l'a fait. Et le dernier exemple est le projet, et la loi, parce que ça a été voté sur l'amende sociale, qui est une réforme des aides sociales, etc., et qui n'est toujours pas appliquée. Ça fait des années que ça a été voté. Ce n'est toujours pas appliqué parce que, toujours, c'est le même principe. On vote des textes pour avoir accès au crédit, et après, ça reste lettre morte. Donc, pour résumer, il y a beaucoup de textes en matière sociale et économique,
mais très peu, pour ne pas dire rien du tout, de textes qui renforcent vraiment les droits socio-économiques, culturels, environnementaux, etc. Un dernier mot, si vous permettez. C'est vrai que la situation actuelle est déprimante et que c'est normal de perdre espoir quand on voit, par exemple, la campagne dont Al-Bawsala, l'odieuse campagne dont Al-Bawsala a fait l'objet. Mais ça ne doit pas nous amener à faire le deuil de la révolution. Non, la révolution est toujours là, elle est vivante en nous. Et quand je vois aujourd'hui toutes ces générations de nouveaux et nouvelles militantes et militants qui défendent haut leur cause et qui brisent tous ces tabous, je ne peux être optimiste. Vous savez, je pense que l'une des caractéristiques de toutes ces personnes qui sont là, elles sont toutes, je pense, des optimistes incurables, ça c'est certain. Juste peut-être, Mehdi, pour rejoindre un peu tout ce que vous venez de dire, j'ajouterais un élément fondamental que aussi on n'en parle pas des droits culturels. Ça aussi, souvent on en parle des droits économiques, sociaux et culturels, mais je pense qu'on se limite aux droits économiques, sociaux. Mais sur le plan culturel, sincèrement, donc, avec tout ce que je fais pour pouvoir observer les lois, j'arrive pas maintenant, par exemple, à me rappeler d'une loi culturelle votée entre 2011 et aujourd'hui. Ça, bien sûr, c'est très grave. Mis à part, bien sûr, certaines conventions et protocoles sur le plan international, tels que le protocole de Marrakech et autres. Mais en fait, sur le plan des droits culturels, il y a rien. Et là, peut-être, ce que vient de dire Mahdi, il se peut qu'on s'est racheté au niveau politique, Slim. Il se peut aussi qu'on a voté des lois qui sont là pour renforcer les droits politiques et civils. Je ne sais pas si le bilan est aussi noir et déprimant ou non. Merci Wahid, merci à l'équipe organisatrice de m'avoir invité. S'agissant des... Oui, s'agissant des droits et libertés politiques et civiques, ça dépend de notre point de référence. Si l'on prend comme point de référence la période d'avant la Révolution, je pense qu'on peut affirmer qu'un pas de géant a été franchi. La période post-révolutionnaire a été propice finalement à la consécration des droits et libertés de manière générale et des droits politiques et civiques de manière spécifique. Et d'ailleurs, le focus sur les droits civiques et politiques nous coûte cher aujourd'hui parce que, et mes collègues viennent de le confirmer, on a finalement mis de côté d'autres droits aussi importants comme les DESC, les droits économiques, sociaux et culturels. Mais si l'on prend comme point de référence nos aspirations, nos ambitions, notre projet d'instaurer un état de droit véritablement respectueux des droits et libertés, je pense que le chemin est très long, et encore très long, le chemin à parcourir est encore très long, et que le bilan est mitigé. Alors, il y a eu plusieurs phases, si l'on regarde en arrière ces 10 dernières années. Il y a eu les quelques mois qui ont suivi le départ de Ben Ali et qui étaient assez formidables en termes d'acquis. Et pour ne citer que 2 décrets-lois qui nous sont chers et qui sont assez récurrents, finalement, quand on parle des droits civiques et politiques, il y a le décret-loi 88 et 87 qui organisent la vie, la vie associative et la vie des partis politiques et la vie partisane. Plus tard, il y a eu naturellement l'acquisition ou l'adoption de la Constitution en janvier 2014, qui a consacré tous ces droits, et avec son fameux article 49 qui propose une limitation démocratique, finalement, oui, civile et démocratique, merci de le rappeler, de ces droits et libertés. Alors, bien sûr, cette Constitution nous a coûté cher. Elle nous a coûté 2 députés qui ont été assassinés. Et elle nous a coûté aussi pas mal d'autres choses, inutiles d'y revenir. Je n'aurai pas assez le temps. Tout de suite après l'adoption de la Constitution, on a observé une décélération en termes de lois adoptées et d'engagement, en tout cas, de la classe politique en matière de droits et libertés. Il y a la fameuse politique du consensus qui n'a favorisé que le statu quo finalement, et qui a empêché la première ARP d'avancer dans ce domaine-là. Et puis on peut l'affirmer, depuis les élections de 2019, c'est
On est au point zéro. On peut même parler de certains reculs, mais en tout cas, il n'y a pratiquement rien de nouveau qui a été accompli. On est en 2021, on a un Parlement qui a été élu fin 2019, rien du tout. Alors, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, tout le processus de justice transitionnelle qui a permis de révéler tous les abus qui étaient systématiques et qui ont limité de manière incroyable les droits et les libertés civiques et associatives et politiques. Malheureusement, le gouvernement n'a toujours pas partagé son plan d'action pour mettre en application finalement les revendications du rapport de l'IVD. Et le processus se trouve aujourd'hui dans un mauvais état. Sur le plan un peu plus institutionnel, on parle ces jours-ci de la Cour constitutionnelle, rappelant que la Cour constitutionnelle est une institution clé pour justement veiller au respect des dispositions constitutionnelles et veiller au respect de ses droits et libertés. Malheureusement, cette Cour, on attend toujours, et je n'ai pas grand espoir de la voir, en tout cas au cours de cette mandature. J'aimerais quand même alerter sur pas mal de dangers finalement, hein, parce que on peut avoir l'impression que ce bilan est plutôt positif, mais il y a pas mal de dangers. Le premier danger est lié à tout cet arsenal législatif, réglementaire, normatif qu'on a hérité des deux dictatures et qui ont été peu réformés ou réformés en marge et qui constituent quand même une limitation par rapport à l'exercice de ces droits, ou en tout cas qui font en sorte que les militants de la société civile, mais aussi les responsables politiques demeurent dans une situation vulnérable. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, et ça c'est une spécialité tuniso-tunisienne, c'est que très souvent, quand on veut taire des voix dissidentes, eh ben, on emprunte la voie, ou en tout cas on essaie d'attaquer ces personnes au niveau de leurs droits et libertés individuelles. Hein, voilà. Alors, c'est des pratiques du régime de Ben Ali, il a excellé dans cela, mais on a vu quand même, après la Révolution, que par moments, hein, les vieilles habitudes revenaient. Et puis, il y a aussi, et ça on le vit depuis 2015, une remise en question répétitive, redondante, successive des acquis dont je parlais tout à l'heure, et notamment le décret-loi qui organise le travail associatif et qui est réputé progressif et permissif. Et on a des tentatives répétées hein, de reculer, en tout cas, hein, par rapport à cet acquis et de restreindre le champ des libertés ou l'espace de liberté dont on bénéficie depuis 2011. Rien que récemment, j'ai encore été invité par la présidence du gouvernement pour rediscuter de nouveau du cadre légal régissant le travail associatif, alors qu'il y a eu une levée de bouclier assez claire hein, et manifeste de la société civile qui a refusé catégoriquement que l'on touche à ce problème-là et qui a souligné à juste titre que le problème n'est pas d'ordre légal ou législatif, mais au niveau des moyens minables au sein du gouvernement pour contrôler finalement et faire appliquer les différentes lois qu'il a adoptées. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vais laisser le champ au public pour interagir. Merci beaucoup Slim, merci Yousra, Hafid et Mehdi. Je pense oui, la salle a le droit aussi d'agir, de réagir, de poser des questions ou même de nous faire parvenir ses remarques. Donc à vous la parole, à tous et à toutes, en langue française et en langue arabe. Ça suffit, très bien. Quelqu'un a une question?
السلام عليكم. أولا أريد الشكر لمدام صوفي للترجمة، لأن اليوم تابعتكم معناها بكافة الحوار. نحب نشكر الأستاذة اللي هي في العضوة في نساء الديمقراطيات. أنا كنت نتابع فيك وتابعتك في جميع لقاءاتك لما كنت في ليبيا. حبيت نسألك، أنت تعرف الوضع توا الآن في ليبيا، وتعرف أن في هلبة نسويات تم قتلهم بشكل مباشر، وفي أغلبهم تم قتلهم معناها على الهواء مباشرة في مداخلات هاتفية وغيرهم، وفي مئات من الروايات فيما يخص النسويات الليبيات. فنحب نعرف كيف يمكن أن النسويات أن يطالبوا بحقوقهم، أبسط الحقوق، وأنت تعرف الحقوق بالعكس، احنا عكس تونس تماما. احنا عندنا صارت ردة في ليبيا عكس تونس. تونس صار في تقدم نوعا ما من ناحية النسويات، وبالرغم من أن حتى في التاريخ لو جيت تقرأ التاريخ، معناها كلمة تونس جاية من كلمة هي عبارة عن كما قال عنها هيرودوت انها جايه من حضاره امازيغيه او طوارقيه كما يقول عنها هيرودوت، انا ما نقولش من عندي يعني. وهي تدل على حضاره يعني نوع من الالوهيه للمراه. فنحن نشبح الان الرائدات التونسيات يطبقوا هذا. نحكي لك معناها جاي من منطلق تاريخي ان المراه التونسيه مراه قويه. فنحب نعرف كيف يمكن النساء الليبيات أن يناضلن من أجل حقوقهن في ظل الظروف هذه، وإن كانت أبسط الحقوق. هذا سؤال. السؤال الثاني، نحب نعرف هوية المرأة، المعنى المرأة السائد، كيف تشوفي فيه في كتاب نوال السعداوي اللي هو الأنثى هي الأصل، حيث لما تحدثت عن فرويد حينما قال أن التشريح هو المصير anatomy destiny، فأثبتت من خلال هذا الكتاب أن معنى المرأة ومعنى الرجل ما عندهاش حتى علاقة بيولوجيا. نحب نعرف هل أنت تتفقي مع من المنظور هذا؟ شكرا. كنا آخر طالب الكلمة. Voilà. Enfin, voilà, pour commencer, lorsqu'on dit législation dans le domaine du travail, précisément, donc il y a ce qu'on appelle une création de la régie, tel que le cas. On prend par exemple, je prends unité par unité, je prends l'unité de FIFAD, employés, je me rappelle, 6 000 agents, c'est-à-dire entre cadres et tout ça. Bon, maintenant on est arrivé à 20 000, 24 000, comme ça. Donc, si on cherche, attention, légiférer, d'accord, mais il faut chercher l'efficacité aussi. C'est normal. Donc, il y a ce point-là. Donc, risque, si on résout un problème, on crée d'autres problèmes parce qu'il y a ce qu'on appelle, on parle de problèmes de productivité. Ça existe dans tous les sociétés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que par exemple, lorsque vous avez concernant ce qu'on appelle les métiers des restaurants et tout ça, donc il n'y a pas un cadre législatif où il y a un statut, parce qu'il faut faire pour les entreprises publiques, il y a un statut, c'est-à-dire les droits et tout ça, aussi la cotisation et tout ça. Donc, il faut chercher, il faut établir un statut. Et comment le faire? C'est un problème vraiment très, très complexe. Et troisième point, le plus important,
il y a ce qu'on appelle l'économie sociale en Tunisie. Si on améliore l'infrastructure, tout ça, je peux prendre le cas de Jemna, par exemple, le cas de Sejnen pour les métiers artisanaux et tout ça. Il y a, disons, une petite solution. Ce n'est pas une grande solution. On embauche, on crée. Donc, sans les investissements, on ne peut pas résoudre, soi-disant, dans un cadre, disons, très, très, très restreint. Mais la masse des chômeurs, on peut réduire moyennant des investissements, auquel cas, en Tunisie, vu la crise économique, tout ça, c'est très, très difficile. Donc il y a ce point-là. Il y a l'autre point, ce qu'on appelle l'économie souterraine. L'économie souterraine emploie de l'ordre de 30, quelque chose comme ça, mais avec un statut moindre, c'est-à-dire avec un salaire dérisoire où les caisses ne reçoivent pas les cotisations, parce que même l'État ne reçoit pas ce qu'on appelle le paiement des impôts et tout ça. Donc, c'est très complexe. Et pour conclure, Camour, par exemple, le Premier ministre a dit, bon, on va résoudre ce problème-là. Mais pour mettre en relief, enfin, en disant, en question, la loi qui a été votée et tout ça, il y a eu un problème. Comment payer ces gens-là? Comment créer la richesse? Et aussi pour les docteurs, derrière les docteurs enfin, la grève et tout ça, lorsqu'on a voulu appliquer le texte, on a trouvé des problèmes, on a trouvé des difficultés pour le faire. Ça, il faut vraiment une richesse pour résoudre, soi-disant, dans un cadre beaucoup plus... Merci à vous tous et toutes. Merci à l'IFT de nous rappeler qu'on peut encore vivre normalement avec les masques et surtout d'aborder des sujets comme celui des libertés individuelles. Merci beaucoup. Moi, bon, Wahid, je voulais te donner une petite information, peut-être un lot de consolation sur les droits culturels. C'est juste la levée de la circulaire sur les prénoms amazigh. Je pense que c'est la seule, donc c'est au moins un lot de consolation. Moi, je voulais juste partager un rêve, parce que là, je vis dans un contexte où le président est très tatillon sur des détails constitutionnels, alors que la vraie garantie de ces libertés individuelles réside dans la Constitution de 2014. Je voulais savoir si on allait vraiment voir autant de débats sur les libertés individuelles qui sont des droits constitutionnels en Tunisie, dans la réalité et à l'AFP. Ma deuxième question, peut-être elle est un peu personnelle, vous pouvez ne pas répondre. Pourquoi restons-nous en dehors du champ législatif? On est en train d'influencer de l'extérieur, mais je ne vois pas ces forces-là à l'intérieur, ni dans les programmes politiques. Quel est l'obstacle d'après vous? Est-ce que c'est un choix de rester à l'extérieur, alors que je pense que la meilleure approche, c'est vraiment de changer les choses de l'intérieur? Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle, comme ça, donc, avant de revenir vers le panel? Voilà, il y a monsieur qui est là. Merci à tous. J'ai une question très, très simple à vous tous, qui êtes des observateurs avisés de ce qui se passe à l'AFP, dans le monde politique, etc. Et votre constat était assez unanime, donc il n'est pas à répéter. Mais est-ce que dans ces contextes très, très tristes, je dirais, très moroses, est-ce que vous voyez en tant qu'observateur des lueurs d'espoir, des raisons de penser que quelque chose va s'améliorer en termes de liberté, en termes de défense des groupes minoritaires, etc., etc. Est-ce que vous avez des raisons d'avoir des espoirs ou pas? C'est à la suite, en fait, de la question précédente. Merci beaucoup. Qui aimerait bien intervenir? C'est Mohamed Salah. L'intervention, monsieur, m'a encouragé à intervenir. D'abord, un grand merci à l'IFT et un grand merci et bravo à toute l'équipe animée par Wahid. Je pense
Je veux insister sur un point bien précis et qui me semble être très important. C'est que le combat pour les libertés est un combat de tous les jours, un combat de longue haleine. Nous avons 10 ans maintenant, vous savez, nous avons tous été des témoins, nous avons vécu cette période. Mais justement, l'espoir, monsieur, oui, il y a toujours de l'espoir. Toujours. Toujours. Parce qu'une révolution, parce que beaucoup de mes concitoyens confondent deux choses. Confondent la révolution, le temps révolutionnaire, et l'échec de la révolution, c'est-à-dire la réalisation ou non de ses objectifs. C'est autre chose, c'est une autre question. Mais la révolution, elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Maintenant, ces objectifs n'ont pas été pleinement réalisés, oui, bien sûr. Et les exemples, on peut multiplier les exemples à l'infini. Puisqu'on est à l'IFT, on peut prendre ça comme un prétexte pour parler d'exemples français. 1789, 98, l'an 8. Donc il y a eu déjà l'Empire, déjà le consulat, ensuite l'Empire. Puis 1814, la Restauration de Louis XVIII. Vous voyez, on est tout près de 89, hein, c'est pas très loin. 1830, Louis-Philippe d'Orléans, pas que le droit constitutionnel, d'orléanisme. La Deuxième République, 48, 1848. Ils ont commencé déjà à voir un peu, à cueillir un peu les fruits de la Révolution. Donc, c'est un combat qui va pas s'arrêter. Et il faut un peu qu'on quitte un peu nos rêves. Les rêves qu'on a eus, on les quitte, c'est-à-dire on ne les abandonne pas, mais c'est-à-dire il faut quand même toujours garder la conviction profonde que la révolution continue, elle va continuer encore. Nous sommes dans une période difficile. C'est un recul, il y a beaucoup de recul. Vous l'avez tous dit. Tout à l'heure, j'ai noté, Wahid, on ne doit pas faire le deuil de la révolution. Vous avez dit ça, je l'ai noté parce que ça m'a vraiment... Wahid, vous avez dit optimiste incurable. Hein? Incurable, c'est ça. Oui. Le chemin est très long. Et puis on n'a rien réalisé avec ce Parlement. Zéro, vous avez dit. J'ai noté tout ça. Vous avez tout dit. Bien oui, sachez que ça continue. Il ne faut jamais lâcher, excusez-moi l'expression, le morceau. C'est-à-dire que c'est un combat qui ne va pas s'arrêter. Et la Tunisie va connaître encore de gros problèmes, des reculs. Et surtout, n'oubliez pas que la transition démocratique dans toutes les expériences, que ce soit dans les pays d'Europe de l'Est, d'Amérique latine, c'est une période pleine de recul, de crise, d'avancée, de recul, voilà. Donc, j'ai voulu insister sur ça parce que c'est très important. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une période difficile qu'il faut croire que c'est fini, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Les jeunes en 2011 qui étaient nés, ils avaient 4 ans, 5 ans, même 10 ans. Aujourd'hui, ils ont 20 ans, 25 ans. Notre rôle, c'est de passer c'est-à-dire leur expliquer tout ça parce qu'ils ont une distance historique assez importante par rapport au temps révolutionnaire. Et je finirai par dire que nous devons tous faire attention. Chaque jour, la vigilance on continue. Nous sommes menacés à chaque instant par les forces réactionnaires, par ceux qui veulent vraiment complètement démolir ou abandonner tous les droits que nous avons pu acquérir. Prenez l'exemple, je termine par là, je pense que nous sommes maintenant dans une espèce d'accoutumance, on nous a installés dans une accoutumance avec, prenez l'état d'urgence par exemple. L'état d'urgence qui, par nature, est un régime provisoire.
Or, depuis 2015, nous vivons dans l'état d'urgence en permanence. La dernière séquence va se terminer en juin. Donc, et ça, c'est très dangereux pour les libertés. Il faut savoir qu'il y a bien sûr des instruments, des moyens de lutte contre le terrorisme, contre la criminalité, oui, mais vivre en état d'urgence en permanence, c'est inquiétant. Il faut poser le problème, il faut voir comment on peut résoudre, comment sortir de cette situation. Voilà, je crois que vous avez tout dit et vous avez fait un bilan pratiquement de ce que nous avons vécu depuis 2011. C'est pour ça que je vous dis un grand bravo et un grand merci. Merci à vous, c'est Mohamed Salah, pour ce message et pour réellement ce témoignage et ce message, parce qu'il est vrai, ne vous inquiétez pas pour nous, c'est Mohamed Salah. Donc, on ne va pas lâcher, ça c'est certain, et pas uniquement donc, nous, mais je pense que toutes les générations qui ont quand même pris d'assaut l'avenue Habib Bourguiba en plein confinement, en plein en fait, protocole sanitaire, ces jeunes, rien que pour ces jeunes en fait, qui représentent un espoir extraordinaire. Et surtout un cri d'alarme pour nous dire faites très attention, nous n'avons jamais connu que la liberté. Parce que ma génération, moi je parle en mon nom, a connu quand même un peu de dictature. Mais les générations d'aujourd'hui, quand même, c'est des hommes, des garçons et des filles qui n'ont pas connu la dictature, ni n'ont connu que la liberté. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si, mais en fait, ils sont quand même, ils ont cette atmosphère de liberté extraordinaire, ça veut dire de débat, même s'il y a de la violence, mais c'est une violence aussi dans un cadre de liberté. Là, bien sûr, je reviens vers vous. Il y a des questions qui ont été posées directement à toi, Yousra, droit économique et socioculturel, à Hafida, droit politique. Donc, j'aimerais bien 1 minute et demie par personne pour pouvoir laisser ces jeunes partir avant le couvre-feu. Yousra. شكرا جزيلا للصديق من ليبيا لطرح السؤال حول ما تكونه المرأة. أعتقد يمكن عند إلغاء حظر التجوال أن ننظم سهرة حلوة ونتحدث في ذلك. حول النساء الليبيات، طبعا هذه فرصة للتعبير عن كل تضامننا كنسويات وكمناضلات ومناضلين حقوقيين مع النساء الليبيات تحديدا، اللواتي أيضا افتتحنا في 2011 مسارا قويا من النضال، من التمثيلية السياسية، من التواجد في هياكل المفاوضات، من التنظيم المحلي، خلق المنظمات لاستقبال النساء ضحايا العنف، ضحايا الاغتصاب، الدفع باتجاه نص ضد الاغتصاب، ثم حدث ما حدث من توظيف آلة الحرب ضد كل الحقوق وضد الحياة. لكن أعتقد أن المسألة المفتاح في نضال النسويات بصفة عامة في تونس وفي ليبيا وفي كل المنطقة وفي العالم حتى هو التضامن فيما بينهن. كان لنا لقاءات كثيرة مع صديقات الليبيات وتعلمنا منهن كثيرا حول عملهن اليومي مع النساء ضحايا العنف خاصة. وهناك انفتاح للصديقات الليبيات على تجارب مريرة جدا في مواجهة العنف، وهناك تجارب قوية جدا ربما من المهم توثيقها، كيف أنقذنا ضحايا للعنف وتنقلنا بهن من بلاد إلى بلاد أخرى لحمايتهن. التضامن أعتقد بين النسويات هو كل ما نستطيع أن نحمله معا، ولكن ربما أهم درس مستخلص في نضال النساء التونسيات بصفة عامة وخاصة منذ 2011 هو أن الاستراتيجية هي دائما المطالبة بالسقف الأعلى. في اللحظة التي أحسسنا فيها أن هناك تهديدات جدية لمرحلة الانتقال الديمقراطي، وأول مسيرة للنساء في تونس كانت في شهر فيفري 2011 مباشرة بعد إسقاط بن علي،
وفهمنا أن الحركة الإسلامية لم تغادر بوتقة سياقات 1970 و1984 ومحاولتهم التشكيك في كل المكتسبات القانونية. مباشرة كنا نحن نطالب بالسقف الأعلى بالتناصف، بإلغاء التحفظات عن اتفاقية السيداو، بالمساواة التامة في الدستور. فالمطالبة بالأقصى تمنح على الأقل فرصة للتفاوض، وأعتقد أن إمكانية التغيير الآن في ليبيا ستسمح بالكثير من الآفاق في هذا الاتجاه. ربما حول السؤال الذي طرح للجميع حول الأمل. Par rapport à la question qui a été posée sur l'espoir, moi je pense que non seulement nous n'avons pas le droit, nous, en tant que personnes, à désespérer, mais aussi il n'y a pas pourquoi désespérer. Parce que in fine, la loi sur les violences à l'égard des femmes qui a été adoptée en 2017 a été objet de lutte féministe pendant 30 ans. Depuis l'ouverture de premiers centres d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de violences en 1993, la construction de l'approche féministe sur les violences, et puis en 2004, quand on a entendu les Espagnols sur leur expérience, quand elles ont poussé vers l'adoption de la loi espagnole, on a commencé à rêver d'une loi tunisienne pareille. D'ailleurs, les premières littératures parlaient d'amendement du code pénal pour reconnaître les violences spécifiques aux femmes. À partir de ce moment, 93, en arrivant jusqu'à 2017, nous-mêmes, nous avons changé, nous avons imposé cette lutte sur le débat public. Pareil pour la question de l'égalité dans l'héritage. En 99, il y avait peu de personnes publiques et de politiques qui se disent de démocrates et de l'opposition qui étaient pour l'égalité dans l'héritage quand l'ATFD a ouvert la pétition à la signature des gens. En 2018, quand la question a été portée sur la scène publique, on a vu que tout le monde se flattait de dire « Ah pardon, moi j'étais avec l'ATFD dans sa pétition et vous cherchez, vous allez trouver mon nom. » Parfois c'était des purs mensonges, mais quand même on l'a accepté. C'est bien que ces gens-là finalement acceptent de rejoindre. Donc, les luttes au quotidien, effectivement, c'est ce qui nous donne de l'espoir. L'élément qu'a bien précisé Wahid, ce sont des générations nées dans la liberté, aspirent aussi d'autres libertés qui étaient même impensables dans les rêves dans les années 90, 80 et autres. Et l'expression de cette liberté est extraordinaire. Moi, la seule crainte, ce n'est pas par rapport au changement des lois, parce que je pense que ça va venir. Un jour, ça va venir grâce à ces luttes-là. Ce que je crains, c'est réellement la réalité des Tunisiennes et Tunisiens de créer un système de liberté-privilège. Ceux qui ont les moyens peuvent jouir de leur liberté individuelle, c'est le cas dans plusieurs pays de la région. Ceux qui sont démunis ne peuvent pas, ou s'ils veulent accéder à ces droits, ils sont les premiers à être réprimés pour avoir réclamé ces droits particulièrement. Seulement, c'est un pays plein de paradoxes. Aujourd'hui même, nous avons vu l'animateur à la télé, avec qui j'exprime ma solidarité, qui a, sur le live, demandé une bière en commentant le match. Ce pays plein de paradoxes, je pense qu'il résiste aussi. Toutes les personnes sont en train de résister à leur manière. Tant qu'il y a cette résistance, je suis optimiste. Mais je pense, avant que le Carnot ne ferme. Très bien. Non, en fait, pardon, en fait, on l'a arrêté parce qu'il a demandé une bière. Et mais quel rapport, pardon? Mais c'est... Ah, parce... Mais c'est un pays là où on vend la bière, il me semble. C'est ça. Oui, exact. Comment? L'État? Bien sûr, l'État le fait, il a le monopole de distribution, il me semble. Donc, c'est vrai. Donc, oui, mais pas en travaillant. Voilà, je comprends. Très bien. Hafida, tu aimerais bien réagir aux questions de nos amis et tout ça? Je peux vous dire qu'à mon âge, je suis encore militante et je suis encore convaincue et engagée dans la lutte pour les droits humains. Et pour toujours, ça va être pour toujours pour moi, parce que je pense que c'est notre engagement, notre détermination qui nous pousse à toujours défendre la société égalitaire, la société démocratique. Et c'est ce qui fait notre force. Mais ce qui fait notre force aussi, c'est notre solidarité.
Je peux vous donner l'exemple de Baoussala quand la semaine dernière, Baoussala a été attaqué. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes et d'associations qui ont soutenu Baoussala. C'est ce qui fait, je n'ai pas envie de dire son immunité, mais sa protection. C'est une forme de protection. Rappelons aussi pour Shams, toutes les associations aussi, qui ont signé. C'est aussi ça. Ce que je peux vous dire aussi, le troisième élément dont j'ai envie de parler, c'est la vigilance. Il faut tout le temps, dans notre pays, être vigilant pour ne pas perdre ses droits. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes toujours en train de réclamer nos droits, et plus on réclame, c'est pas sûr qu'on va aboutir. C'est une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat, mais il nous arrive d'aboutir, d'avoir satisfaction. Un exemple parmi d'autres. Lorsque le premier projet de loi est apparu, qui a soi-disant oublié de parler d'égalité et qu'il a introduit la complémentarité entre les hommes et les femmes dans la Constitution, nous avons réagi, femmes, hommes, démocrates, progressistes, dans la rue, le soir, au niveau de l'Assemblée, et au point que le Premier ministre de l'époque, Hamadi Jbeli, a fait un discours dans lequel il a dit « Nous n'allons pas retenir la complémentarité, nous allons consacrer l'égalité ». Et c'est ce qui se passe. Sauf que, malheureusement, ce qui se passe, c'est que notre ami a parlé, Mehdi a parlé des lois. C'est la même chose pour tous les domaines. Il y a beaucoup de lois, mais les lois sont presque ineffectives parce que l'État ne prend pas les mesures nécessaires pour veiller à l'application des lois. Mais en plus, parce que depuis la Révolution, ce dont on n'a pas du tout parlé, c'est que l'État est devenu faible. Et nous assistons à une forme d'impunité partout dans le pays, au point que les libertés peuvent être consacrées dans la loi, mais elles sont tout le temps violées dans la pratique. Quand tu as parlé des manifestations, il y a eu beaucoup de manifestations des jeunes, c'est notre espoir, mais beaucoup de jeunes, quand ils sont rentrés chez eux, ont été arrêtés. Il y a eu des procès à la radio ou à la télévision, ils ont même dit que c'était autour de 2000 arrestations. J'espère que vous avez les chiffres exacts. Et donc, c'est toujours comme ça. Il faut toujours être vigilant, il faut toujours se protéger. Se protéger par la solidarité, pour ne pas se sentir seul, pour pouvoir trouver les moyens de se défendre quand on est attaqué. Et c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on a vécu, même du temps de Bourguiba, même du temps de Ben Ali. Du temps de Ben Ali, où il avait la dictature, on vivait comme ça. Mais on se sentait forte et fort par la solidarité de nos amis, par notre militantisme, par l'endurance. On était militante, toujours, quelles que soient les conditions, et on affrontait toujours la police, le contrôle policier, les restrictions, mais ça marchait quand même. Et on pouvait avoir des droits. Et c'est comme ça qu'on peut gagner des droits. Et c'est comme ça qu'on vit toujours. Et on continue à vivre avec beaucoup d'espoir en se disant, il faut faire quelque chose, il faut travailler, il faut écrire parce que nous devons mener des recherches-actions pour aider les personnes vulnérables ou les personnes qui sont en difficulté à trouver les moyens de leur défense. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. J'espère qu'on va continuer, Wahid. Je pense même que ce soit l'expo à l'extérieur et le débat de ce soir, et en fait la rencontre d'hier sur la relève militante, oui, c'est pour dire un peu, voilà un petit échantillon de toutes ces générations qui continuent à le faire. Et je suis entièrement sûr qu'une femme comme Hafida Shqir, comme Ahlem Belhaj, pardonnez-moi mes chers amis parce que je ne peux pas citer énormément de noms, mais c'est des personnes, je pense, c'est Ibn Achour qui n'est pas là ce soir, mais c'est des personnes, c'est des femmes, Ahlem Marzouki qui n'est plus là avec nous, Noura Boursali, toutes ces personnes, donc je pense, c'est des militantes nées et pour elles, c'est une cause, pas uniquement donc une fonction, une tâche. Mais moi je pense, oui, je pense, il me semble, mais je ne sais pas, on va voir par la suite. Très bien. Mehdi et Slim, la question a été posée aussi, je pense que je vais la reformuler à ma manière. Hein. Ça veut dire que je vais la trahir. Ça veut dire, en fait, la question a été posée, est-ce que parce qu'on n'a pas des moyens, on ne peut pas quand même assurer des droits?
Parce que ça aussi, je pense, on se dit toujours, ah voilà, puisqu'il n'y a pas de moyens, puisqu'il y a énormément de difficultés économiques, sociales et tout ça, donc on ne peut pas assurer de droits. Je pense que là aussi, c'est un élément à combattre et à la limite à réfuter. Tout à fait. Je réponds par une petite histoire, une histoire d'ailleurs qui nous implique, Wahid et Yusra. C'était après la publication du rapport de la COLIB, la Commission des libertés individuelles et de l'égalité. Et à l'époque, elle a fait face à une campagne très violente, etc. Et nous avons décidé de mener une contre-campagne, de manifester notre solidarité, notre attachement aux libertés et à l'égalité. Et à l'époque, le slogan que nous avions choisi était « Ma famish waqt al-hurriya, al-hurriya fi kull waqt ». Idem pour les droits économiques et sociaux et pour les droits humains en général. Il n'y a pas de temps, de moment pour les libertés. La liberté, toujours, maintenant, à tout moment. Et bien justement, pour les droits économiques et sociaux aussi, parce que l'idée qu'il y ait une contradiction entre garantir les droits économiques et sociaux et créer de la richesse, moi, j'y crois pas. La preuve, on a aussi bien des pays qui, tout en garantissant les droits économiques et sociaux, ont créé et créent toujours de la richesse, et environnementaux d'ailleurs, et culturels, mais également d'autres pays qui sont nombreux, qui ont de la croissance économique, qui sont très développés, qui ont un excédent commercial, un excédent budgétaire, et qui refusent toujours de garantir les droits économiques et sociaux, et qui maintiennent une politique d'austérité. Donc, la question n'est pas est-ce qu'il faut attendre une richesse économique ou une prospérité économique pour appliquer les droits économiques et sociaux et renforcer les droits économiques et sociaux. Non, il n'y a aucune contradiction entre les deux. Et ce discours-là, malheureusement, permettez-moi de vous le dire, c'est une autre version du discours qui dit on ne peut pas avoir de l'égalité successorale, on ne peut pas avoir les libertés individuelles, l'abrogation de l'article 230, ce n'est pas le moment, il faut attendre que la société soit prête, il faut attendre. Il y a toujours des raisons qui donnent aux conservateurs, pardonnez-moi encore une fois, la conscience tranquille pour ne pas défendre les droits. Eh bien non, les droits humains, qu'ils soient économiques, sociaux, civils, politiques, individuels, etc., ils s'imposent tout le temps parce que c'est inhérent à la personne humaine. Juste une autre réponse à la remarque sur la circulaire relative au prénom qui est Amazir, qui est certes une avancée, mais oui, il y a eu quelques avancées en termes de circulaires, pas des lois, mais même dans les circulaires, justement, il y a aussi l'exemple du mariage de la Tunisienne présumée musulmane avec l'étranger présumé non musulman. Ce sont deux victoires, certes, mais il reste encore un très grand nombre de circulaires fantômes qui nous gouvernent, pour emprunter le nom de l'excellent ouvrage d'Adli, qui sont toujours en place, notamment, et là on est à la veille du mois de Ramadan, notamment les circulaires qui restreignent les libertés des non-jeûneurs. Il reste beaucoup de travail à faire, mais encore une fois, on n'en a pas parlé parce que c'est des circulaires. En termes législatifs, rien n'a été fait pour les droits culturels. Il y a un projet de loi sur l'artiste, le statut de l'artiste, qui est important, mais qui est toujours bloqué. Encore une fois, les quelques textes qui essaient d'avancer trouvent beaucoup de difficultés à être examinés et adoptés. Voilà. Merci Med. Il y a la question, et je pense que là, je m'adresse directement à Slim. C'est en fait pourquoi, et ça a été dit, je pense, par Omar, en fait, pourquoi œuvrer et travailler à l'extérieur alors que le changement vient de l'intérieur des institutions et notamment du Parlement. Donc, notamment en 2019, je pense que presque on n'a plus un vis-à-vis au sein du Parlement qui pourrait être un porteur d'un discours de liberté individuelle, tout court. Parce qu'en fait, qu'on ne le veuille pas, 2014-2015, il y a eu des députés, et notamment la porte-drapeau de l'époque des libertés individuelles, qu'on ne le veuille pas, Boucher Al-Hajj Hamid a joué un rôle extraordinaire. Saïd Agarrash, auprès du président de la République, a joué un rôle. Donc ça aussi, c'est des personnes, je pense, qui étaient à l'intérieur. Mohamed Salah Ben-Aïssa, lorsqu'il était ministre de la Justice, il a dit « il faut abroger l'article 230 et arrêter le test de la honte ». C'est des personnes qui étaient à l'intérieur. Et je pense que c'est intéressant. Pourquoi, en fait, il y a aussi un peu cette crainte, ou bien ce désistement, de la part peut-être de la société civile ou d'une certaine société politique
partisans qui refusent ou qui se refusent. Alors, je ne vais pas pouvoir me permettre de parler au nom des autres. Hein. Je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, j'ai tout quitté en France en 2012 pour rentrer en Tunisie et cofonder l'ONG Al-Bawsala. Je suis toujours engagé dans le Bawsala pratiquement 10 ans après. Je n'ai envisagé et je n'envisage à aucun moment de passer de l'autre bout hein, de la rive pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai la ferme conviction que ma mission est beaucoup plus noble au sein d'Al-Bawsala. C'est peut-être pédant de ma part, mais c'est une conviction forte et j'ai l'impression que la mission ne fait que commencer. Donc je pense que ce serait inenvisageable de quitter à ce moment-là, et surtout dans le contexte actuel où tous les indicateurs tournent au rouge et où on a l'impression qu'on a besoin maintenant plus qu'hier, d'une société civile très forte et résiliente. Ensuite, j'ai aussi l'impression que je suis beaucoup plus impactant de ma position. Quand je vois, alors en 8 ans, j'ai échangé avec beaucoup de députés, des constituants, des députés de l'ARP de 2014-2019 et des députés actuels. Et je peux vous dire que dans la scène politique, il n'y a pas de véritable parti politique. Il y a des clubs privés où il y a des dirigeants qui sont adulés comme de semi-dieux. Il y a des gens qui ne portent pas de projet pour la Tunisie, qui sont incapables de vous dire, par exemple, voilà la Tunisie de 2050, comment on l'imagine, voilà le cap qu'on voudrait fixer, voilà notre projet. Hein. Mais c'est des gens qui, très souvent, sont là pour servir leurs propres intérêts. Malheureusement, je ne peux pas généraliser, bien sûr. Il y a de véritables personnes honnêtes, intègres et qui voulaient faire du bien. Mais souvent, elles ont fait face aux limites du système partisan actuel, qui est très peu démocratique et qui laisse très peu de marge de manœuvre aux gens intègres finalement et qui veulent véritablement porter un projet hein, pour le bien commun et pour l'intérêt général. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est le moment de dire merci à tous et à toutes et au plus. Donc merci Hafida, Yousra, Slim et Mehdi Laish. Merci beaucoup nos amis de l'IFT et je pense que la soirée de demain s'annonce aussi très très intéressante. C'est sur la perception de l'homosexualité dans la région MENA, avec la présence de Tunisiens, Tunisiennes, de non-Tunisiens et de non-Tunisiennes. Donc soyez au rendez-vous demain 18h à l'IFT. Bonne soirée à tous et à toutes.